à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cup of Dev. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format en compagnie de Marianne. Bonjour. Et en compagnie de Elsa pour une interview. Bonjour. Le sujet de l'épisode du jour va être la reconversion. C'est pour ça qu'on est avec toi. Et du coup, on aimerait bien t'introduire avec, si tu pourrais nous décrire un petit peu ton parcours déjà. Tout à fait. Alors, moi j'ai commencé par travailler dans le secteur des ressources humaines, principalement en start-up en début de carrière. J'ai travaillé 8 ans en tant que start-up dans le secteur du numérique, donc je recrutais des développeurs, product owners, designers et autres métiers sympathiques, aussi bien donc comme je l'ai indiqué en start-up et puis ensuite en cabinet de conseil. Et depuis 2 ans, je suis sur un rôle de PO, de product owner, dans un cabinet de conseil également, et je suis sur ma deuxième mission client sur une application mobile dans le secteur de la santé. Et pourquoi est-ce que tu as voulu te reconvertir en tant que product owner ? Pour 2 et peut-être 3 raisons. Allez, je vais commencer par la première. Tout simplement, j'ai vu et j'ai rencontré énormément de product owners, product managers lors des entretiens de recrutement que je faisais passer. Et je t'avouerai que leur job m'intriguait beaucoup, m'intéressait beaucoup. Je suis allée à des conférences, je faisais beaucoup de veille, lecture d'articles, blogs, podcasts et compagnie. Donc déjà, ce métier m'intriguait, j'avais envie d'essayer de voir un petit peu l'envers du décor. Ça t'avait déjà bien intrigué, quoi. Oui. Et puis il y a tellement de profils de PO différents que ça me donnait envie d'aller voir et de me dire moi si j'étais un PO, quel type de profil je serais, quelle serait un peu ma patte, tu vois, mon créer petit un petit peu sa version. Exactement. Ouais. PO RH, PO 3.0, on va dire ça comme ça. Et je t'avouerai aussi que j'avais envie de bosser avec des devs. Ah oui. J'avais envie, moi, petit hobbit, j'avais envie d'aller bosser avec les elfes, les devs. On est des elfes, c'est beau, j'aime cette comparaison. Il faut bien vous brosser un peu dans le sens du poil. Sinon, je crois que t'as tout compris du rôle de PO finalement. Non, sérieusement, j'avais envie de bosser avec des développeurs n'ayant pas de background tech. Ça m'intéressait beaucoup de travailler avec ce type de profil. Donc, c'est chose faite, voilà. Et puis, peut-être troisième aspect qui arrive, je voulais travailler sur des applications, alors web ou mobile, peu importe. Là, le hasard a fait que depuis 2 ans, j'ai été sur 2 applications mobiles très différentes. Et je t'avoue qu'en tant qu'utilisatrice, bosser sur des applications que j'utilise au quotidien, potentiellement, c'est quelque chose qui me passionne. Ok. Et donc peut-être une volonté d'être acteur dans tous ces applications par exemple que tu utilisais et pouvoir participer à cette évolution, cette création peut-être aussi qui te manquait peut-être en tant que RH. Tout à fait. Après, j'espère prochainement pouvoir évoluer sur un produit RH, parce que je pense que mes 2 casquettes pourront être intéressantes à mettre en place. On verra dans quelques mois ou quelques années ce que le futur me donnera. Te propose. Ouais, exactement. C'est intéressant parce qu'on voit, nous surtout en tant que dev, que l'approche que tu as, elle est, pour nous en tout cas, de ce qu'on attend d'un PO est très, très agréable, parce que c'est vrai que vouloir intervenir dans ce monde-là du point de vue de j'utilise les applications et j'aimerais bien pouvoir intervenir pour apporter ce côté vision produit, c'est quelque chose que nous on recherche beaucoup et avec lesquels on aime beaucoup travailler. C'est assez intéressant de pouvoir échanger avec des PO comme ça, donc c'est chouette. La relation dev-PO, je sais qu'elle fait couler beaucoup d'encre. Tu peux avoir plein de meet-ups sur ce sujet, des podcasts, des articles et compagnie. On peut en parler pendant des heures. Oui. On peut en parler vraiment pendant des heures. D'ailleurs, quand je préparais ma reconversion, j'en avais profité pour faire des petites interviews, des entretiens avec des développeurs, des amis de mon entourage, pour leur poser des questions. Ok, toi, comment tu vois un peu ta relation avec ton ou ta PO, quelles sont tes attentes aussi par rapport à ce rôle dans ton équipe. Et c'est vrai que ça m'avait donné des aspects, des visions très différentes de ce que peut être cette relation. Moi, il y a une relation aussi pour moi qui est très importante, c'est celle du tech lead ou lead tech, je sais jamais dans quel sens faut le dire. Bon, mais tu vois un petit peu de quel type de rôle je veux parler, et du PO.
Et il est vrai que j'ai eu des retours d'expérience aussi bien côté dev que côté PO, d'individus indiquant bah oui mais mon lead tech on le voit jamais, on n'échange jamais, il y a une frontière où il y a des j'allais dire des gaps, mais je cherche le mot français parce que si je mets trop d'anglicisme ça va être des espaces, des distances, très bien, des distances qui peuvent se créer entre ces postures, ces rôles techniques et non techniques. Et pour moi, Tech Lead PO, ça doit être les BFF, les meilleurs amis du monde. C'est un binôme qui est très fort et qui est très important parce qu'ils ont chacun une vision de ce que doit être l'application, une vision du monde aussi différente. Et heureusement pour moi, pour le moment, les différents tech leads avec qui j'ai eu l'occasion de bosser étaient vraiment dans cette mouvance-là, dans cet état d'esprit de tech lead PO, on est meilleurs amis, on collabore, on se fait des points réguliers toutes les semaines en one-one, j'allais dire, ouais c'est ça, en O3, en one-one, pour pouvoir se donner de la visibilité, échanger, se donner des infos et pouvoir aussi embarquer le tech lead quand on a des points très, très fonctionnels, parce que c'est intéressant d'avoir sa vision aussi technique, parce qu'il y a plein de choses que le client aura toujours envie d'implémenter, mais qui sont peut-être pas du tout possibles ou alors pas comme ça. Et c'est intéressant de faire venir les devs même de manière globale le plus tôt possible quand tu bosses sur des nouvelles fonctionnalités ou des features qui sont là pour améliorer l'existant. Ah oui, ça fait rêver. J'aimerais bien travailler avec toi en tant que PO parce que c'est doux à mes oreilles. Prochaine mission peut-être. Écoute, je suis intéressée. Et si on revient un peu plus sur le moment où tu as fait ta reconversion, du coup, ça m'interroge, ça m'intrigue de savoir combien de temps ça a pris entre ton envie de changer, toute ta recherche, tes interviews que tu disais que tu as faites, et à quel moment tu as pu vraiment l'appliquer dans ton travail, parce que je pense que c'est pas des occasions qui se présentent souvent de pouvoir changer de métier, et ça m'intrigue de savoir combien de temps ça a pris et quelle a été l'occasion, le déclic pour que tu puisses changer. Le déclic, mes interrogations sur le rôle de PO sont arrivées en 2018-2019. J'avais rejoint une société de conseil et c'était mes premiers entretiens avec des PO, donc j'en avais rencontré un certain nombre, et il est vrai que je me posais un petit peu déjà des questions sur mon rôle de RH, et j'avais déjà commencé à émettre un peu le souhait de potentiellement un jour dans le futur, pourquoi pas passer sur ce type de rôle. Et en fait, le déclic est venu peut-être de manière plus prononcée lors du rachat de ma précédente entreprise. J'ai eu l'opportunité, dans la nouvelle société dans laquelle j'évolue, de pouvoir faire cette reconversion avec beaucoup de facilité, dans le sens où j'ai pas eu besoin de démissionner, de repartir faire un bootcamp, de repartir un petit peu à zéro, ce qui peut être une crainte quand on se lance dans une reconversion. J'ai été vraiment dans un environnement qui m'a permis de le faire tout en restant dans la même société, garder mon ancienneté, et surtout après la possibilité d'aller en projet client pour mettre en pratique toute la jolie théorie que l'on voit dans les articles, médiums, bouquins, podcasts et autres. Ouais. Bon, la réalité du terrain, c'est pas ça. C'est... Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Voir le contraste que tu as eu entre ce que tu as entendu des PO à qui tu discutais, que tu as vu en interview, et aussi du coup la réalité du terrain. Est-ce que tu as eu des désillusions ou pas? J'ai pas beaucoup eu de... C'est une très bonne question. J'ai pas beaucoup eu de désillusions, parce que j'entendais en entretien les PO râler entre guillemets sur le fait « j'aimerais bien faire plus d'ateliers, avoir davantage accès aux utilisateurs, et patati et patata ». Et je savais qu'en évoluant dans le secteur du conseil, dans un premier temps, j'aurais peut-être pas forcément tous ces accès tout de suite. Donc ça, je le savais, j'en avais bien conscience. Là, la partie peut-être qui m'a le plus, c'est pas une désillusion, mais qui m'a le plus surprise, c'est la partie enjeu plus politique et posture externe versus interne. Je l'avais entendu en entretien,
Mais c'est vrai qu'elle est revenue de manière plus flagrante, un peu en mode boomerang, quand j'ai été en mission sur l'un de mes précédents projets. Effectivement, je me sentais les points assez liés, très peu de place pour pouvoir mettre à bien ce que je voulais. La temporalité aussi était très différente, beaucoup plus lente que ce que j'imaginais. Ouais. Donc c'est un enseignement assez intéressant que j'ai découvert malgré moi. La politique, c'est un très très grand enjeu qu'on rencontre assez souvent. Ouais. Pouvoir jouer avec ça. Bon, je sais que je travaille dans l'e-commerce, donc pour un gros projet d'e-commerce, donc la politique, c'était notre quotidien. Et c'est vrai, être capable de jongler avec les projets qui nous motivent, le N+6 qui débarque du jour au lendemain pour nous dire en fait, vous faites ça finalement. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut pas apprendre en fait tant qu'on l'a pas vécu. Donc c'est sûr que je comprends ce point de vue on découvre ça. Et du coup tu t'es senti assez équipé pour vivre justement ces moments un peu difficiles, savoir comment les gérer. Ce qui m'a aidé, c'est j'ai beaucoup travaillé sur les soft skills étant RH. Je formais un petit peu entre guillemets sous forme, on va dire, d'ateliers à certains types de soft skills, mes anciens collaborateurs. Donc la partie soft skills, et puis en plus c'est quelque chose qui me passionne. Donc cet aspect-là m'a aidé, mais je pense que même avec ça, tu peux être très déstabilisé par effectivement ton N+6 qui débarque en disant non mais en fait ça vous avez travaillé dessus depuis 3-4 mois, mais en fait ça sortira pas en prod parce qu'il y a machin chose qui veut pas que... Enfin bref, je t'épargne les détails, mais ça, même si tu as de bons soft skills, la première fois que ça t'arrive, c'est très perturbant. Tu te dis, ah ouais, ça y est, j'y suis là, j'ai le nez dedans. La réalité du terrain. La réalité frappe et peut être un peu violente. Et puis, je pense que c'est en tombant qu'on apprend le mieux. Bon, alors c'est très cliché, vous avez vu cette phrase-là, doit être sur beaucoup de t-shirts, je sais. Mais elle est vraie. Ouais. C'est aussi en venant, en faisant différents types en étant sur différents types de projets, différents contextes qu'on apprend aussi très bien. Ouais, avec l'expérience, on finit par s'endurcir peut-être, faire face à ce genre de situation et s'y attendre aussi. La deuxième fois, ça passe beaucoup mieux. Voilà, tu te dis, ok. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. Ouais, effectivement. Tu parlais aussi que tu avais envie d'être PO parce que tu voulais travailler avec les devs, ces beaux elfes magnifiques. Est-ce que aussi alors peut-être pas d'un point de vue déception, mais est-ce que c'est aussi bien que ce que tu espérais? Est-ce que tu as vu plein de choses? Parce que je pense qu'il y a plein de devs possibles. Donc est-ce que dans ce que tu as eu l'occasion de vivre, est-ce que c'était aussi chouette que tu en avais l'impression? Ou est-ce qu'il y a aussi des petits tracas que tu n'avais pas vu venir peut-être? Oui, alors forcément, il y a autant que tu as d'êtres humains sur Terre, tu as de profils de devs différents, je pense. J'ai pas eu de désillusion sur la collaboration dev-PO parce que j'en apprends beaucoup à leur contact aussi. Tu peux avoir plein de profils différents, tu peux avoir des individus qui sont plutôt portés sur moi je vais être une machine de guerre sur la partie technique, un expert là-dessus, et moi ce qui m'intéresse c'est de monter en expertise sur cet aspect-là, et ta partie plus vision produit, usager, utilisateur, ouais. Ça m'intéresse un peu moins là-dessus, donc tes ateliers, tes machins, t'es mignonne, mais pas pour le moment quoi. Ça m'intéresse pas. Ouais. Et j'ai aussi rencontré des profils d'individus qui passionnaient aussi par le produit, et c'est vrai que c'est aussi très chouette de bosser avec ce type de profil. De toute façon, t'as de tout dans une équipe, donc c'est ça qui fait aussi sa richesse. Donc non, pas de grosses désillusions, je ne regrette pas. Tu as toujours une vision de nous en tant qu'elfe. Ça dépend des jours. Ouais. Est-ce qu'on est devenu un peu plus hobbit? Je sais pas si c'est moins bien, mais c'est différent. Un peu plus communauté de l'anneau, un peu plus nain peut-être. Ça, ok. Ça peut un peu plus dans les mines. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus rapproché.
Et du coup, pour en revenir justement au premier type de dev que tu décrivais, est-ce que tu as réussi à challenger un petit peu ça comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que forcément, échanger avec un lead dev ou même des devs qui apprécient la partie produit, ça va être quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus la discussion est plus fluide. Pouvoir échanger et créer un produit avec des techs qui s'intéressent uniquement à la partie technique, ça crée quand même si les gens sont excellents dans ce qu'ils font, ça crée forcément des barrières. Donc ça peut être compliqué. Comment est-ce que tu l'as vécu? Quelque chose qui me semble intéressant, c'est si tu as des personnes qui n'ont pas forcément envie de mettre plus le nez que ça dans le produit, c'est de les inviter à venir en entretien utilisateur quand tu as l'occasion, les amener aux ateliers, faire des ateliers, essayer de leur montrer l'intérêt de venir faire un atelier avec eux, en leur montrant par exemple, exemple factuel, c'est tu vois, cette feature-là, techniquement, c'est pas possible de faire. Si tu avais été là avec moi en atelier, ça aurait pu éviter les allers-retours, tu aurais pu mettre tes arguments sur la table dès le début, on aurait pu peut-être gagner du temps, nous faire gagner du temps à nous, équipe, plus rapidement que maintenant, où on est un peu coincé dans nos allers-retours et où le client comprend pas pourquoi techniquement on peut pas le faire. Oui, dans l'accompagnement, essayer de leur faire comprendre ce que ça peut apporter, ces discussions-là. Ouais, tu peux. Il y a ces petits exemples que tu peux essayer. Là, sur le projet sur lequel je suis, on a la chance de pouvoir aller écouter, voir des entretiens utilisateurs aussi, peu importe le rôle qu'on a dans l'équipe. Et ça, c'est hyper chouette d'aller le faire avec les devs, de voir le ou la designer mener ce type d'entretien. Je sais que ça nous plaît beaucoup dans l'équipe d'aller faire ça, donc on en a assez régulièrement. Donc ça, c'est chouette. Pour le coup, ça permet de nourrir cette partie produit avec l'ensemble de l'équipe. Impliquer plus tous les membres de l'équipe à tous les niveaux, quoi. Tout à fait. Forcément, quand l'équipe est impliquée à tous les niveaux, c'est plus facile. C'est plus agréable. Ouais. Il y a aussi une question qui m'intrigue, c'est que du coup, tu es passé de RH, qui est quand même un monde plutôt connu pour être assez féminin, et passé dans un monde PO, tech, qui est PO peut-être un peu moins que les devs, mais quand même très masculin. Est-ce que c'est une transition qui a été... Est-ce que tu l'as ressenti ou pas du tout? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que ça a été une contrainte dans ta reconversion? Ça n'a pas été une contrainte parce que j'ai la chance là actuellement d'être dans une équipe où on a aussi plusieurs devs femmes. Oui. Donc du coup, c'est équipes qui sont à peu près mixtes, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand pas. Dans mon projet précédent, effectivement, il n'y avait pas de dev femme. Néanmoins, on avait une DevOps, on avait d'autres métiers aussi, rôles clés qui étaient féminins. Et je pense que le fait d'avoir recruté dans un premier temps pas mal de développeurs entre 2017 et 2019 avant de recruter exclusivement des PO et des designers, forcément en entretien j'avais beaucoup plus d'hommes que de femmes, donc je me suis pas sentie forcément mal à l'aise, ça allait. Mais encore une fois, je suis sur des projets où je suis dans des petites équipes, donc tu as aussi ce côté un peu plus rassurant, convivial. Peut-être que je me sentirais différemment si j'étais dans une équipe peut-être plus grande, exclusivement masculine, ou même où tous les postes, tous les rôles sont masculins et qu'il n'y ait que moi. Oui. Après, j'espère que nos postes se féminiseront plus sur les prochaines années, mais je pense qu'on a encore du boulot. Oui, clairement. Mais ça va dans le bon sens. Oui. Je suppose que du coup, dans ces différentes équipes où tu es intervenu, vous appliquez plus ou moins les méthodes agiles. Nous, c'est quelque chose qu'on a qu'on a commencé à aborder au long du podcast, et on est très intéressé sur comment est-ce que tu as pu mettre ça en place, comment est-ce que tu l'as vécu dans les équipes. Moi, je sais que les rituels agiles, c'est toujours un gros enjeu, c'est toujours très débattu. J'ai même entendu parfois non mais nous on n'est pas agile.
Je pense que le plus important, c'est que de pas s'adapter aux méthodes agiles, mais que les méthodes agiles s'adaptent à l'équipe. Tu vois, de choisir quels rituels, quelles instances correspondent le mieux à l'état d'esprit de l'équipe. Parce que tu peux aussi avoir du faux agile, tu peux avoir des clients qui disent oui, nous on est je sais pas, en Scrum ou en Safe, enfin peu importe le nom de la méthode, il y en a tellement. Mais en fait, quand tu mets le nez un petit peu dedans, c'est un bon gros cycle en V. Et puis voilà, c'est tout. Il y a juste les étiquettes parce que ça fait bien, parce que ça permet de recruter, parce que ça permet de faire un peu de publicité sur LinkedIn là-dessus ou en conférence. Ouais, souvent c'est plus marketing que... Mais voilà. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est que je trouve ça plus intéressant de mettre en place ta méthode agile et votre manière de fonctionner qui va sûrement de pair avec le contexte client, le produit sur lequel t'évolues, et pas... c'est quelque chose qui m'avait marqué en entretien, des individus peut-être un peu plus juniors ou depuis moins longtemps sur le marché du travail, qui étaient très fermes sur non, moi je bossais que en agilité, que sur des très très fermés, mais en fait ce sera pas la théorie, la réalité du marché, du terrain, ne sera pas celle que tu as lue dans les livres, que tu as vu en conférence, quoi. Ce sera sensiblement différent, et ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir toi comment tu peux t'adapter, comment tu peux faire bouger petit à petit les choses au sein de ton équipe, parce que déjà on va commencer par les faire bouger au sein de l'équipe, et on verra après au niveau de l'orga, mais ça c'est plus le rôle d'autres coachs et compagnie. Ouais, déjà c'est intéressant de pouvoir être capable de faire bouger au sein d'une équipe. Il y a des équipes qui des fois sont un peu réfractaires, apprendre à utiliser les outils qu'on a à disposition pour travailler là-dessus. C'est vrai que ce qu'on a évoqué pas mal dans les autres épisodes, c'est qu'effectivement tout dépend des équipes, quoi. C'est un ensemble d'êtres humains, c'est fluctuant, c'est mouvant, et du coup forcément on doit s'adapter. Mais c'est pas toujours évident d'être capable de le challenger quand on arrive, peut-être dans notre cas ça aurait pu être encore un peu plus après une reconversion. Et puis je me permets de rajouter quelque chose, il y a des projets en fait qui fonctionnent mieux en cycle en V, et en fait c'est comme ça, quoi. Faut l'accepter et faire son petit deuil de l'agilité, et se dire que c'est comme ça, et voilà, et ça fonctionne aussi bien comme ça, et pas être trop fermé là-dessus. En général, c'est comme ça qu'on a des problèmes. Exact. Quand on reste fermé, si on n'est pas ouvert à la discussion, c'est toujours des problématiques. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le métier de dev, et je pense que ça se ressent encore plus dans le métier de PO, c'est les contextes métiers différents qu'on peut découvrir avec notre métier, surtout en tant que prestataire. Du coup, on a plus l'occasion de bouger. Du coup, toi, tu avais déjà eu plusieurs contextes différents, si je l'ai bien suivi. Est-ce que j'imagine que ça doit quand même prendre du temps pour s'imprégner du contexte et du produit. Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu y arrives plutôt bien, ou est-ce qu'effectivement au début ça a été un peu compliqué ? Très bonne question. Tu me fais penser à une discussion que j'avais eue avec mon ancienne manager quand je suis arrivée sur mon premier projet en tant que PO. Je me souviens de l'un de nos points de synchro, et je lui dis mais en fait le plus compliqué, c'est pas tant la méthodo côté PO, l'appliquer. Non, le plus dur, c'est le contexte client et le produit, en fait, la partie métier, en fait. Ouais. Comprendre pourquoi, comment, et comprendre le secteur d'activité. Je lui dis, mais c'est ça, en fait, le plus dur côté... Enfin, c'est pas tant écrire une US, faire de la recette et... faciliter un atelier ou autre. Enfin, à ma petite échelle, très humblement, pour moi, le plus challengeant, surtout quand tu es en conseil et que tu peux tous les 1 an et demi ou 2 ans changer de secteur, d'activité, c'est quand même assez... Il faut avoir une très bonne capacité à s'adapter et à capter très vite qui je dois aller pinguer pour avoir telle info, comment est-ce que ça fonctionne, quel est l'historique. C'est ça qui a été qui est le plus challengeant pour moi actuellement. Ouais, c'est ça, parce que moi je sais que des fois on pose des questions à notre PO et il arrive à répondre à une question ultra précise d'un sujet qu'on a parlé il y a 3 semaines. Je suis là, mais ça m'impressionne, quoi. Et du coup je me dis, ça
moi déjà en tant que développeuse, je mets facilement 2-3 mois avant de me dire d'avoir bien le produit et le code du coup, mais je pense qu'en tant que PO, oui, il faut un sacré bout de temps et du coup pour être pertinent, il faut quand même rester un petit moment, je pense. Enfin, oui. Je me demande, est-ce que c'est aussi bien adapté comme métier pour du conseil, parce que quand même, en plus le produit c'est quand même le cœur d'un projet, d'une entreprise. Est-ce que arriver en tant qu'externe, en tant que prestataire, c'est pas un peu comment dire, t'as pas plus de choses à prouver que si t'étais interne à l'entreprise? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas besoin de rester, pour commencer à être vraiment pertinent, pour être vraiment au top niveau PO et connaître tout l'historique, comme tu disais, est-ce qu'il faut pas rester au moins, je sais pas, au moins 1 ou 2 ans quoi, avant d'arriver à atteindre ce niveau-là? Ouais, je pense. Déjà, j'ai plutôt l'impression que tu es vraiment à l'aise sur ton projet client au bout de 4, 5, des fois 6 mois en fonction des individus. Ouais. Le temps de bien t'imprégner. On commence à parler de plus en plus de la charge mentale pour les PO, mais c'est pareil pour les devs. Moi, pour me souvenir de tout ça, je sais que j'utilise l'outil Notion. Je ne sais pas si on peut citer des outils. Allez, de toute façon, c'est fait. Mais j'utilise beaucoup Notion, ou Notion, qui est très très pratique pour prendre des notes, classer mes parcours utilisateurs, l'historique, tout ce que je veux. C'est très très puissant comme outil et ça me permet de retirer tout ce que j'ai dans la tête. Ouais. Fameuse technique du deuxième cerveau. Exactement, ouais. Hop, retirer toute ma charge mentale et la mettre sur mon Notion. Mais c'est vrai que oui, moi je suis restée sur mon premier projet 1 an et c'est vrai que en plus avec reconversion, syndrome de l'imposteur et compagnie, je me suis vraiment sentie bien comme un poisson dans l'eau, bien au bout de 8-9 mois. Ouais. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Pour me sentir pleinement à l'aise. Le contexte aussi était ce qu'il était, pas évident non plus. Donc c'est vrai que ça prend du temps et c'est vrai que tu peux te dire que partir au bout d'1 an, limite t'as à peine terminé l'onboarding et hop, ça y est, il faut que tu repartes sur autre chose. Allez, hop. Tu repars pour 9 mois de s'imprégner d'un nouveau projet, parce que c'est aussi intéressant cette étape où ça y est, t'es enfin à l'aise et que du coup tu peux commencer à installer des nouvelles choses ou commencer à proposer de nouvelles choses, et c'est vrai que ça peut peut-être être frustrant de repartir déjà si vite alors que ça y est, t'étais enfin enfin bien à l'aise avec le produit. Ouais, je pense qu'1 an et demi, 2 ans pour pouvoir, si tu as envie de mener à bien certains types de chantiers sur ton produit, 1 an et demi, 2 ans, c'est pas mal, c'est intéressant. Après, ça peut être bien aussi de changer, parce que c'est l'intérêt du conseil, c'est de voir plein de secteurs d'activité, de produits différents, aller faire être PO sur du back, une API, du web, ça permet de voir plein de manières de bosser et de techniques différentes. Et puis être capable de s'adapter. Apprendre à s'adapter en changeant. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a souvent, je vois déjà dans certains contextes où j'ai travaillé, il y a des features qui mettent 1 an et demi à sortir. Ah oui. Donc ça peut être un peu frustrant de se dire, je suis là pendant 1 an, je pars et puis hop, je vois pas la feature je ne vois jamais, je la verrai de loin peut-être. Ouais. Donc oui, ça peut être un peu dur. Je rebondis sur le syndrome de l'imposteur dont tu as parlé. J'en profite pour mettre un teaser pour prévenir que nous allons faire un épisode dédié sur le sujet. Mais ça m'intéresse de connaître un petit peu ton point de vue dans ton cas. C'est pas évident le syndrome de l'imposteur. Il est pas parce cool. Que il est pas cool celui-là. Non, il est pas cool et on aimerait bien qu'il passe vite. En fait, ce que je voudrais dire aux personnes qui ont ce syndrome-là, c'est en fait, faut qu'on arrête de s'excuser d'être là. T'es en reconversion, si t'es là où t'es aujourd'hui, c'est grâce à toi, ce que tu as accompli. Donc arrête de t'excuser et on va dire, vas-y, lâche tout, lève les barrières, fais-toi confiance. C'est pour ça que le feedback, l'amélioration continue est important en équipe, notamment avec des moments comme la rétro par exemple, pour avoir du feedback continuellement, ou alors aller en chercher aussi. Moi je sais que lorsque j'arrive sur des projets, ce que j'aime bien faire, c'est aller boire des cafés de manière individuelle avec les membres de l'équipe. Et après le refaire au bout de 2-3 mois pour leur demander des retours sur ce que j'ai fait, ce que j'ai fait plutôt sur ma posture, mais également les attentes que peuvent avoir les membres de l'équipe par rapport à mon rôle.
Et c'est vrai que syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas de recette magique. On peut tous, ou pas, en fonction de aussi de ta personnalité et ton vécu, passer par là. Le seul truc, c'est de prendre du recul et d'arrêter de s'excuser d'être là ou de douter de soi. Je pense que si t'es là aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est que t'as réussi, donc vas-y, go, essaye. Au pire, tu te tromperas complètement, bah tant pis. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant toi et c'est ok. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est ça, puis c'est toujours des acquis pour les prochaines expériences. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut vivre assez facilement, que ce soit en reconversion, quand on est débutant dans un domaine, même en sortie d'école, ou en changeant tout simplement de contexte. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le différents points de vue sur la question. Pour t'aider dans ta reconversion, est-ce que tu as fait des formations? Alors tu disais que tu avais fait pas mal de veille, mais pas mal d'interviews aussi. Est-ce que tu as été accompagnée par quelqu'un? Est-ce que tu as fait une petite formation en ligne par exemple? Ou qu'est-ce qui t'a permis de te lancer et de t'instruire sur le sujet du rôle du PO? Alors, déjà, première étape pour commencer, à partir du moment où j'ai annoncé et on va dire cristallisé avec ma manager mon souhait de passer PO, une fois que c'est devenu officiel, j'ai eu un mentor qui est différent du manager. J'ai eu un mentor qui m'a fait monter en compétences, m'a fait faire des petits, pas des jeux de rôle, mais des petits cas pratiques pour m'entraîner, me montrer un peu les différents types d'outils, les différentes situations dans lesquelles je pourrais me retrouver. J'avais suivi deux formations en interne qui m'ont permis de me rafraîchir un petit peu le cerveau, me redonner bien les bases avant de partir en projet client. Je n'ai pas passé de certification parce que autant lire un bon livre, autant écouter un podcast. Voilà. Même si certains clients, effectivement, ont besoin de certification, enfin d'avoir un PO qui soit certifié. Et surtout, ce qui m'a aussi bien aidé, c'est que j'ai fait du shadowing avec des PO déjà en projet, c'est-à-dire que je les accompagnais à raison, ça peut être une journée ou une semaine, je les accompagnais sur leur projet client, j'étais à côté d'eux ou d'elles, et je les regardais tout simplement évoluer, un peu des vies ma vie en fait. Ouais. Je les voyais faire, évoluer, j'en profitais aussi pour leur poser des questions, recueillir leurs impressions. J'avais toujours cette petite question, ok, je suis PO en reconversion, quel est le meilleur conseil que tu pourrais me donner, ou les bonnes pratiques que je devrais avoir. Je faisais déjà pas mal de meet-up et de veille en étant RH pour me maintenir au niveau sur le rôle de PO quand je rencontrais des PO en entretien. Donc cette partie veille m'a pas mal servi aussi. Et surtout ce qui est important, c'est avoir un mentor, se fixer des petits objectifs et faire du shadowing si possible. Ouais. J'ai jamais essayé de faire un bootcamp, je sais qu'il y en a pas mal qui existent sur la partie product management en région parisienne par exemple. Ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui n'a peut-être pas encore forcément le réseau ou le contexte de son entreprise qui ne pourrait pas permettre d'évoluer en interne. Oui. Mais jamais eu l'occasion de réaliser, de voir ce que ça donnait. Et puis maintenant, avec l'expérience que tu as eue, je pense que ça vaut tous les bootcamps. Mais oui, du shadowing et du vie ma vie, c'est super intéressant, je trouve. J'ai aussi, là où je suis en mission actuellement, j'ai une PO qui travaillait dans les banques avant, qui a pu faire aussi ce shadowing pendant, je crois que ça a duré 1 ou 2 semaines, et ça a été super utile, quoi, parce que pareil, elle n'a pas fait de formation, et aujourd'hui, c'est une très bonne PO, donc c'est une occasion qui se présente pas facilement, je pense, mais quand elle est là, faut la saisir, quoi. Ouais. C'est très enrichissant, ça nous permet de voir la vraie vie, en fait, plus que ce qui va être raconté, parce que même quand on a des meetings, des conférences, on discute avec des gens, c'est toujours un peu romancé, c'est toujours un petit peu nuancé. Là, au moins, c'est du concret, donc on peut pas l'altérer. Ouais. Toutes les petites tâches que tu n'imagines pas et que tu vois faire, même qu'ils peuvent faire automatiquement sans y penser, et qu'en fait elles sont tout aussi pertinentes, c'est bien de le voir aussi. Ouais. Tout à fait, oui.
Moi, j'ai aussi j'ai eu des PO qui avant étaient développeuses, et qui se sont reconvertis en product owner. Et je sais que j'ai déjà eu des discussions de devs qui disent « Ah ouais, mais un product owner, faut absolument que ça ait touché aux devs avant, parce que sinon, ils sont perdus, tout ça. » Et j'ai jamais été trop d'accord avec ça. Est-ce que toi, tu as vécu des moments où tu t'as senti que tu aurais eu besoin d'un bagage technique ou que ça t'a manqué, où tu t'es dit « Mince, je comprends rien à ce qu'il me raconte ». Est-ce que tu as déjà ressenti ça, ou est-ce que tu penses que non, on peut très bien s'en sortir sans avoir fait de développement ou de technique avant ? C'est vrai que je suis en phase avec toi, j'entends beaucoup, et j'ai beaucoup entendu même de recruteurs indiquant ah mais si ce PO il a pas des notions, un solide bagage technique, c'est pas la peine. Je ne suis pas en phase avec ça. Alors oui, c'est un must. Alors effectivement, un dev qui devient PO et qui a déjà toute cette connaissance technique avec lui, oui, c'est un vrai plus, et très intéressant, c'est très intéressant pour lui, et moi-même j'aimerais en connaître un petit peu plus, mais il faut que je me dégage un peu plus de temps au quotidien pour le faire, pour faire de la veille, ou même pour aller en conf, m'aérer un petit peu le cerveau, tu vois, les grosses confs. Bon, là je suis sur du mobile, donc forcément je pense aux grosses conférences de type Android Maker. C'est intéressant aussi de sortir et de pas faire que des confs pour les gens du produit, d'aller aussi faire des confs techniques sur des sujets qui t'intéressent pour ouvrir un peu les chakras. Pour moi aussi, si t'as pas de bagage technique en tant que PO, pour moi c'est pas grave, c'est pas obligatoire. C'est aussi, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est aussi la responsabilité des devs de savoir vulgariser ce qu'ils font, comme c'est aussi la responsabilité du PO d'aller quand même s'intéresser en surface à ce qui se passe d'un point de vue technique dans l'équipe. Tu vois, la balle est dans les deux camps, mais pour moi j'ai le sentiment qu'un développeur qui ne sait pas vulgariser à son PO ce qu'il fait, bon, c'est pas un bon dev. Ouais, je suis bien d'accord. Et mais pareil pour un PO qui n'est pas curieux de ce qui se passe au niveau de l'équipe de dev. Alors on ne demande pas d'aller coder, mais c'est pas un bon PO. Faut avoir cette curiosité, et si le temps le permet, mais malheureusement les PO ont tendance à courir après le temps. C'est pourquoi pas se mettre à côté d'un dev en pair et le regarder faire du pair testing avec lui, ces petites choses là, tu vois. Il y a des petits moments comme ça qu'on peut attraper, mais je suis en phase avec toi. Je suis contre les personnes qui disent non, mais un bon PO c'est celui qui limite ses codés, qui comprend tout à la technique. Bah non, en fait c'est pas son rôle en pro. Et surtout que ça peut être traître. Ça peut être traître d'avoir un PO qui a fait du dev, ça peut être trop orienté. Alors que justement, c'est ce que tu disais très justement au début de l'émission. Au final, c'est certainement que mon avis, mais je trouve que ça dépend beaucoup de la connexion entre le lead dev et le PO, d'être capable de vulgariser des deux côtés, de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser au métier de l'autre, pour être capable de finalement livrer quelque chose de le meilleur possible qu'on puisse faire, grâce à ces interactions et à ce partage, mais pas nécessairement qu'un PO soit du côté dev. Ouais. Ce sera toujours un gros plus, là on est d'accord là-dessus. Mais faut pas trop se prendre la tête là-dessus non plus. En tant que PO, t'apprendras au fil de l'eau, t'iras poser des questions à ton équipe, tu leur demanderas des recommandations de veille pour creuser certains sujets. J'ai toujours l'image alors c'était pas un PO, mais j'avais un ancien collègue qui a démissionné, a changé de société, qui était, je sais plus sur quel poste, il était testeur, pardon, et qui m'avait dit maintenant que je rejoins cette boîte-là, je vais me former sur du Python. J'avais pas compris, je dis pourquoi ? Parce que c'est mieux comme c'est le langage qu'utilise l'équipe, faut à tout prix que je monte en compétence là-dessus. Mais en fait alors oui, c'est hyper pertinent, mais chez lui c'était un vrai stress, et il devait à tout prix monter en compétences techniques là-dessus. J'ai envie de dire, détends-toi, tu poseras aussi plein de questions à ton équipe et t'apprendras avec eux en fait. Oui, c'est une collaboration, il faut que ça marche dans les deux sens. C'est pas... Oui. Pas besoin de suivre un bootcamp là-dessus avant de rejoindre ton équipe, quoi. Oui. Sinon on recrute un autre dev. Sinon c'est un autre dev dont l'équipe a besoin. C'est ça. Ça fait combien de temps du coup que tu es PO maintenant depuis ta reconversion ? 2 ans. Ça
fait 2 ans. Est-ce qu'après ces 2 ans, tu es satisfaite de cette reconversion? Est-ce que tu as des petits regrets ou est-ce que non, tu vis pleinement ce nouveau rôle? Et est-ce que tu en es contente? Tout ça. Je ne regrette pas ce choix parce que ça m'a permis de pouvoir essayer, m'imprégner, être pleinement PO au sein d'une équipe, et c'est ce que je voulais vraiment essayer. Il y a plein d'aspects du rôle de PO qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas. Je pense que j'ai encore besoin de rouler un petit peu ma bosse sur ce rôle-là avant de pouvoir te donner une réponse définitive de est-ce que ça te plaît vraiment. Là, je me vois bien encore continuer quelques années là-dessus. Après, il y a plein de métiers à chaque fois qui se créent dans nos branches, qui naissent, qui repartent. Je me ferme pas la porte sur la partie RH. J'ai fait ça pendant 9 années et ça m'a beaucoup plu. Mais comme pour le rôle de PO, il y avait des éléments du rôle de RH que j'adorais, des éléments du rôle de RH que j'aimais pas du tout. Donc je me laisse encore le temps. Je trouve que 2 ans, c'est encore un peu tôt pour avoir une conclusion bien ferme sur ma reconversion. Ok. Oui, c'est vrai que 2 ans, ça reste un peu court. Ça passe vite. ça. Et pour conclure, pour les gens qui nous écoutent, si des personnes se posaient la question, auraient envie justement de faire une reconversion, est-ce que tu aurais quelques takeaways de cette discussion qui pourraient emmener avec eux pour justement avancer dans cette idée-là? N'ayez pas peur, foncez. Ne vous excusez pas d'être là ou ne prenez pas la posture de « désolé, je suis en reconversion, c'est pour ça que je sais pas, que j'hésite. » Non, vas-y Franco, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas en reconversion ou qui le sont et qui ne se posent pas les bonnes questions justement. Toi, les bonnes questions, tu te les poses, donc vas-y. N'hésite pas à prendre un mentor. Ça peut être quelqu'un d'externe idéalement, pour pouvoir t'accompagner si besoin est. Il y a plein de coachs de vie ou même de mentors qui disponibles sur LinkedIn ou que tu connais sûrement. Ne sous-estime pas la puissance du réseau, meet-up, surtout conférences. Bon, le Covid est un peu plus derrière nous, on va dire, même si j'ai une collègue qui l'a attrapé la semaine dernière. On va dire que la partie plus présentielle, c'est ça que je voulais indiquer, a repris, donc toujours intéressant de réseauter, de prendre un café avec quelqu'un, de poser des questions. Voilà, dernier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut devenir PO demain, mets-toi sur LinkedIn, rajoute plein de PO, propose-leur un café en leur expliquant ta démarche, va en conférence ou en meet-up, les rencontrer. Comme ça, tu pourras récupérer le maximum de retours d'expérience, te forger ton idée aussi sur le rôle et sur la manière de faire, de démarrer. Super. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci Elsa d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Mais avec plaisir, grand plaisir. Merci Marianne. Merci Benjamin. Et pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.